d'abord, je voudrais remercier la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains de l'invitation qu'ils m'ont faite pour venir vous présenter ce que j'avais à vous dire. Que sont 2 années de Covid en regard de 40 ans d'épidémie de sida? Faut-il nécessairement remettre en cause les droits des personnes pour faire face à une crise sanitaire? Il n'y a pas de réponse immédiate à cette question, mais le fait de porter un regard sur ce qui s'est passé permet de s'armer pour faire face à l'avenir. Lorsqu'elles émergent, les épidémies font naître des peurs dans les populations. Les connaissances que l'on acquiert permettent de rationaliser ces peurs en construisant des dispositifs ou en adoptant des comportements de protection. Progressivement, on s'adapte et on retrouve un équilibre de vie qui intègre la protection. Voilà. Si je saute des pages, ça va pas le faire. Ce genre de schéma qu'on a vécu au début de la pandémie du sida dans les années 80 a été revisité à l'occasion de la crise sanitaire actuelle, de la même manière, mais peut-être de façon accélérée dans le déroulement. Il a l'heure, lui? Ah, bah bien, il en met du temps. Toute personne atteinte d'une maladie se sent discriminée et vulnérable, même en l'absence de contraintes physiques de la maladie. Ces sensations sont pour beaucoup le reflet de ce que nous renvoie la société, de ce que renvoie la société à la personne malade. Évidemment, cela dépend de ce que l'entourage perçoit de la maladie, mais aussi de la perception que la personne malade a de la représentation que la société se fait de son état. Sentir qu'on est perçu comme malade fait qu'on se sent atteint et vulnérable. Bien souvent, on construit des stratégies, on s'impose à soi-même des contraintes et des restrictions pour ne pas paraître malade. Autrement dit, le problème, c'est les autres. Pour un malade, parce qu'il se sent en état de faiblesse dans ses rapports avec les autres, oh là, ça marche tout seul. Bon. Pour un malade, parce qu'il se sent en état de faiblesse dans ses rapports avec les autres, et pour un bien portant, parce qu'il considère la maladie comme potentiellement dangereuse. Dans le cas du sida, il a fallu quelques années de crise et de recherche, d'engagement et de lutte pour stabiliser les rapports entre les gens. On a progressivement appris comment vivre avec, les malades avec leur traitement, les autres avec quelques notions de prévention et le préservatif entre les deux. Mais c'est surtout la perception des personnes vivant avec le VIH. Pour la majeure partie de la population, le sida reste un danger. La coexistence se fait à travers des règles établies selon les connaissances que l'on a à un instant donné. On parle donc bien de santé publique et de droits humains. À la fin de la décennie 80, Jonathan Mann avait clairement établi l'importance du respect des personnes face à l'urgence sanitaire. Pour comprendre plus concrètement cette problématique, permettez-moi de reprendre dans l'histoire du sida un certain nombre de questions sur lesquelles il est intéressant d'analyser comment la société et les personnes ont réagi. Oh bah ça y est. Qu'est-ce qu'il me fait ce truc? Pitié. On a du temps. Peut-être, Marie, si tu peux aider à régler, c'est enlever Il a été mal mis tout à l'heure. Ah bah il y a un truc qui va pas. Hein. Si, ça va très bien, monsieur. Voilà. Ça peut être un cauchemar. Merci. Oui, d'accord. Ouf, ça va mieux. Face aux discriminations dont étaient victimes un très grand nombre de personnes vivant avec le VIH, ce sont les associations de lutte contre le sida qui ont réagi sur la question du droit des personnes à vivre leur choix de vie. Proposé en 1990 sous le nom de contrat de partenariat civil et après une très longue gestation, le PACS a été instauré en 1999 sous le gouvernement Jospin dans le but de prendre en compte une partie des revendications des couples de même sexe qui aspiraient à une reconnaissance globale de leur statut, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation refusait de regarder leur union comme un concubinage. Oui. Bon. Ce qui était au départ avant tout indispensable pour les couples gays touchés par le sida
qui devait faire face à des discriminations familiales, sociales et administratives, est devenu avec le temps un combat pour les droits des minorités. Le mouvement était lancé, porté par des politiques parfois avec difficulté, attaqué par des conservatismes de tout poil. Le droit des minorités à l'égalité des droits a progressé. Du Pax, on est passé au mariage pour tous, puis à la PMA pour toutes. En 1996, à l'occasion de la conférence mondiale de Vancouver, le monde découvrait les trithérapies, le traitement antirétroviral qui permet le contrôle de l'infection par le VIH. Au cours de la décennie qui suit, on découvre progressivement que lorsque la population des personnes séropositives au VIH bénéficie du traitement, la transmission du virus se réduit. C'est l'effet TASP, Treatment as Prevention. Dès lors, se mettent en place des recommandations de traitement plus précoces qu'auparavant. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais ce truc fait n'importe quoi. En 2008, l'Association des médecins suisses publie un avis étayé déclarant qu'une personne séropositive au VIH qui prend un traitement efficace ne transmet pas le virus. Plusieurs études ont étayé cet avis, dont principalement l'étude Partners, qui a démontré la forte puissance du traitement à empêcher la transmission du VIH. Bon, j'ai compris. Il me fait n'importe quoi, évidemment. Un mouvement est né de cette recherche, U égale U, indétectable égale intransmissible en français, dont le but est de faire savoir cette information essentielle, que les personnes séropositives sous traitement ne transmettent pas le virus. Cette découverte a un impact majeur sur la vie des personnes vivant avec le VIH parce qu'elle leur redonne confiance en eux dans leur rapport aux autres. Elle est aussi aujourd'hui le meilleur moyen de lutter contre la discrimination que subissent les personnes vivant avec le VIH. Sa promotion et sa connaissance restent encore trop faibles et jusque dans le corps médical qui se retranche encore bien trop souvent derrière un certain principe de précaution vis-à-vis des questions de leurs patients. Les CDAG, consultations de dépistage anonymes et gratuites, créées en 1988 en vue d'offrir dans chaque département au moins une structure d'accueil, d'information et de dépistage du VIH et d'orientation, étaient financées par l'assurance maladie ou via la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général pour les consultations hospitalières. Leur création marque la prise en compte par les pouvoirs publics du besoin de protéger la confidentialité des personnes potentiellement atteintes par le VIH et consacre le principe de la responsabilité individuelle plutôt que de la coercition dans le traitement de l'épidémie. Pour autant, il est nécessaire de faciliter l'accès au dépistage pour lutter contre la progression de la maladie. En 2010, après une lutte acharnée pour faire entendre leurs besoins, les associations de lutte contre le sida obtiennent le droit d'utiliser des tests rapides pour dépister facilement, en toute confiance et confidentialité, les personnes en dehors des structures médicales. C'est l'adoption de l'arrêté du 9 novembre 2010 sur le TROD, test rapide d'orientation diagnostique, qui fixe les conditions d'usage et d'habilitation pour les non-professionnels. Les CDAG ont fusionné le 1er janvier 2016 avec les CIDIST, devenant les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles. Mais malgré ces avancées, il est clair que l'offre de dépistage est trop faible et trop peu incitative pour ralentir suffisamment la progression de l'épidémie. Par une étude de modélisation remarquable, un épidémiologiste anglais, Andrew Phillips, a montré que pour que l'épidémie régresse suffisamment rapidement, il faudrait multiplier le nombre de dépistages par 3. Je vous passe les détails. La capacité des CEGID et des associations est bien trop faible pour faire ça. L'essentiel des tests est réalisé par les laboratoires de biologie. Or, accéder à un tel test ne peut se faire réglementairement qu'avec une ordonnance. Peut-on faire tomber ce frein ? Après des années de travail acharné,
d'associatif et crée en 2019 une expérimentation qui permet à des personnes soucieuses d'être dépistées l'accès à un test gratuit et effectué immédiatement dans un laboratoire d'analyse. C'est le projet VIH Test ou au labo sans ordo. Devant le succès indéniable de cette méthode, le dépistage sans ordonnance du VIH est inscrit au projet de loi de financement de la sécurité sociale fin 2021, adopté. Il permet depuis le 1er janvier 2022, partout en France, d'avoir accès à ce type de dépistage. Au cours des années 90, à la suite des recherches sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, les recherches ont été menées sur l'aspect préventif de l'utilisation des antirétroviraux. S'il s'agissait au départ de consolider par des études scientifiques l'usage un peu sauvage qui avait été fait dans les premiers temps des premiers antirétroviraux en cas d'accident d'exposition au virus par des soignants, ces recherches ont facilement montré que sur des modèles animaux que la prophylaxie par l'usage d'antirétroviraux était une piste intéressante. Ah là là. Dans la décennie 2000, se sont construits progressivement des recherches humaines sur la PrEP. Ces recherches ont mis longtemps à progresser à cause d'un manque de moyens, mais aussi pour des raisons éthiques évidentes. On ne peut pas exposer volontairement des personnes à un risque d'acquisition du VIH, même pour une recherche potentiellement bénéfique. En 2012, après une première démonstration américaine, l'essai IPREX, les essais Hypergay en France et PROUD au Royaume-Uni sont menés et ont abouti à démontrer que la PrEP était d'une efficacité remarquable pour protéger les personnes contre le risque de contamination par le VIH et sans doute même le meilleur outil pour cela. Grâce à ces résultats et à un plaidoyer convaincant des associations de lutte contre le sida, la PrEP a été rendue accessible et prise en charge dès 2016 en France, avant d'obtenir une autorisation de mise sur le marché européenne définitive en 2017. Afin de rendre ce moyen de prévention plus accessible, il a fallu sortir cet outil de l'usage réservé à l'hôpital pour qu'il puisse être obtenu sans peine en ville. Cela n'a pas été sans un plaidoyer acharné de rebondissements et de tracasseries administratives interminables, mais c'est effectif depuis 2021. En septembre 1991, le gouvernement et les professionnels de l'assurance s'accordent sur la nécessité de faire certains aménagements, en priorité en ce qui concerne le traitement des données médicales et la possibilité de souscrire une assurance de prêt pour les porteurs du VIH. Toutefois, cette première convention n'est pas parvenue à répondre à toutes les attentes exprimées du fait des restrictions de son champ d'application. Mais il faut attendre 10 ans, le 18 septembre, pour qu'une deuxième convention dénommée Bélorgey soit négociée entre les pouvoirs publics, les professionnels, les associations de consommateurs et les associations représentant les personnes malades ou handicapées, dont l'assurabilité est améliorée. Cette même année voit la naissance d'une commission de suivi et de proposition, d'une section scientifique et d'une section de médiation. La convention Bélorgey prend alors l'appellation AERAS en début 2006, l'acronyme de « S'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » résume l'objectif de l'accord, simplifier l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé. Signée le 6 juillet 2006, elle est concrétisée par une loi le 31 janvier 2007. Le 1er février 2011 a été signée une nouvelle mouture plus étendue, notamment sur la question de la garantie invalidité. Le 24 mars 2015, un protocole a été signé en présence du président de la République, engageant les pouvoirs publics comme les professionnels de la banque et de l'assurance dans une démarche commune avec l'Institut national du cancer et les associations de malades. Celle-ci prévoit d'intégrer de nouvelles résolutions dans le cadre du droit à l'oubli pour les anciens malades du cancer. L'avenant à la convention AREAS 2020 introduit et renforce le droit à l'oubli et la grille de référence a encore été allégée des conditions d'accès à l'assurance.
Le laboratoire d'épidémiologie clinique qui gère la cohorte ANRSCO4, dite FHDH, French Hospital Database on HIV, qui est représenté depuis la révision de 2015 dans la section scientifique de la Convention AERAS, a réalisé récemment une projection à partir des données de la base de la cohorte pour évaluer l'assurabilité des personnes. Sur 217 257 données des personnes répertoriées dans la base, 47 812 sont utilisables pour servir de base à une telle évaluation. Elle révèle que seuls 10,3% des personnes étaient éligibles à la Convention AERAS 2017. Je ne parle pas de ceux d'avant. Avec la révision récente des critères, ce nombre est passé à 37,6 en 2021. Une personne séropositive au VIH a donc 3 fois plus de possibilités d'être éligible au dispositif AERAS en 2021 qu'en 2017. Comparé à ce que l'on sait aujourd'hui des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH, la Convention AERAS est une limitation du droit extrême, d'autant plus que les surprimes d'assurance contractées avec une Convention AERAS sont de l'ordre de 100%. Dans la gestion d'une pandémie, se confrontent les besoins et les droits des personnes aux besoins de santé publique sur fond de lutte contre la maladie. Ainsi, sur la base de connaissances acquises, naissent des règles qui contraignent les personnes, et puis il se crée une perception de la société sur le risque et la protection. Ils ont mis de l'alcool. Les avancées scientifiques permettent, pour ne pas dire sont faites, pour progresser vers une situation plus acceptable, des soins plus efficaces et une protection des personnes plus simple et plus facile. Mais l'évolution des règles met du temps à suivre les connaissances et l'assimilation des progrès est encore plus lente à faire évoluer la société et encore bien plus à être traduite dans le droit. Au cours de la pandémie de sida, les acteurs de la société civile ont été essentiels pour faire avancer les recherches, à faire progresser la prise en charge des personnes vulnérables et à faire évoluer le respect des personnes. En 40 ans, de nombreuses avancées sur la représentation de la société civile dans les instances de décision sanitaire et sociale a considérablement évolué. La lutte contre le sida a permis de faire avancer le droit au respect des personnes malades. C'est aussi la lutte contre le sida qui a fait évoluer la société et le droit vers plus d'égalité et de respect de la différence. Pour trouver des solutions à la crise sanitaire actuelle, bien souvent, l'expérience acquise par les années sida a servi de guide. Mais par opposition, elle a aussi révélé des faiblesses dans les processus de gestion de l'urgence qui ont parfois fait oublier que le respect des droits imprescriptibles des humains. Je vous remercie pour votre attention.